En cours de construction sur le Nil Bleu, le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique devrait voir le jour en 2017. En effet, c'est sur le chantier de ce méga projet que reposent les rêves de développement d'Addis Abeba qui s'appliquent désormais à améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable pour ses 90 millions d'habitants. Mais en même temps, comme vous savez, chers téléspectateurs, l'Égypte s'inquiète toujours pour ses ressources au nom, mais en fait, l'Égypte mène une politique de bonnes intentions, une politique qui garantit toujours les horizons de développement pour les pays du voisin en particulier, mais en même temps, les Égyptiens s'inquiètent toujours de leur question de vie, c'est-à-dire l'eau du Nil. Donc un reportage après cela, c'est le temps des analyses. À 95% par ce fleuve. Sa quote-part désignée par un accord datant de 1959 est de 55,5 milliards de mètres cubes par an, dont 80% proviennent de l'Éthiopie à travers le Nil Bleu, le Sobat et l'Atabra et 20% de l'Ouganda du lac Victoria à travers le Nil Blanc. La part d'un Égyptien en eau est entre 600 et 700 mètres cubes par an, une part qui se situe déjà en dessous du seuil de pauvreté en eau, soit 1000 mètres cubes par habitant par an. Sous l'effet de la seule croissance démographique, cette part annuelle baissera à 500 mètres cubes par an en 2025 selon les chiffres publiés en 2014 par le ministère de l'Irrigation et des Ressources hydriques. En Égypte, la population est passée de 22 millions d'habitants en 1950 à 90 millions en 2015 et atteindra entre 120 et 150 millions à l'horizon 2050, ce qui exercera encore plus de pression sur les ressources hydriques qui se raréfient depuis les années 1990. Aujourd'hui, les besoins en eau de l'Égypte s'élèvent à 75 milliards de mètres cubes par an et sont assurés, outre le Nil, par les eaux souterraines, les pluies, le dessalement de l'eau de mer et le recyclage des eaux usées. Les précipitations en Égypte se produisent uniquement en hiver. La quantité annuelle utilisée efficacement est estimée à 1,3 milliard de mètres cubes selon les données du ministère de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques. Les eaux souterraines se trouvent notamment dans le désert occidental et le Sinaï. Cette ressource assure 2 milliards de mètres cubes par an. Toutefois, les principaux obstacles à son exploitation sont les importantes profondeurs des aquifères jusqu'à 1500 mètres dans certaines régions, qui sont la plupart du temps non renouvelables, ainsi que la mauvaise qualité de l'eau. Le dessalement d'eau de mer, qui ne représente certainement pas une ressource importante pour l'Égypte, est effectivement pratiqué dans la zone côtière de la mer Rouge afin de subvenir aux besoins en eau des villages et stations touristiques qui sont capables d'assumer les coûts élevés de ce traitement. Selon le ministre de l'Irrigation, Hassan Morazi, l'une des ressources de plus en plus exploitées et qui permet à l'Égypte de surmonter l'écart entre l'offre et la demande en eau douce et la réutilisation de l'eau du drainage agricole. En fait, l'agriculture est le premier consommateur d'eau douce avec un taux qui atteint 85% de la totalité des ressources. Le problème de la pénurie d'eau va s'aggraver de plus en plus vu la forte croissance démographique ainsi que les besoins grandissants en eau dans les secteurs municipaux et industriels. L'Égypte a donc intérêt à mieux gérer ses ressources limitées. Situé dans la région de Bénichangol, Gumuz, sur le Nil Bleu en Éthiopie, le barrage de la Renaissance est construit dans un endroit où le débit d'eau s'élève à 500 millions de mètres cubes d'eau par jour. Selon les Éthiopiens, l'objectif de la construction de ce barrage est de générer de l'électricité et non pour l'irrigation. Une fois sa construction achevée, le barrage long de 1800 mètres, haut de 160 mètres et fort de 16 turbines devra produire 6000 MW d'électricité. Le coût de sa construction s'élèvera à 4,2 milliards de dollars et est autofinancé par l'Éthiopie. Alors que les négociations sont toujours en cours sur son impact sur la part d'eau des pays de l'aval, le Soudan et l'Égypte, la moitié des travaux est déjà terminée. Entamé en 2009 et officiellement annoncé fin mars 2011, le barrage devra être opérationnel en 2017. Sa capacité de stockage de 74 milliards de mètres cubes est atteinte dans une période entre 5 et 7 ans. Et bien qu'il semble de grande utilité, surtout pour la production d'énergie en Éthiopie, ce barrage représente une menace pour les ressources hydriques égyptiennes qui sont déjà sous grande pression. La quote-part de l'Égypte en eau du Nil est la même, 55,5 milliards de mètres cubes depuis 1959. La population a quadruplé depuis. Selon les experts, le barrage avec ses spécificités techniques et sa hauteur considérable
est susceptible de priver l'Égypte de ses droits historiques sur les eaux du Nil, malgré les déclarations rassurantes des responsables éthiopiens qui assurent que le barrage ne nuira jamais à l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Addis Abeba refuse de s'engager officiellement à respecter la part de l'Égypte dans les eaux du Nil. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Donc les réunions du Khartoum sur le projet du barrage de la Renaissance, le projet éthiopien, c'est notre sujet à discuter aujourd'hui avec mes deux invités. Premier à côté de moi, à droite, monsieur Anas Fawzi, c'est un politologue, vous êtes toujours bienvenu sur Nile TV International. Et merci. Monsieur le général Ibrahim Choukri, c'est un expert dans le monde de la sécurité. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur le général. Et ma première question porte sur, pour les simples citoyens, pour les simples paysans égyptiens, la question de l'eau, c'est une question de la sécurité nationale
Et en même temps, on trouve que la politique officielle suivie de la part du président égyptien Fattah al-Sisi, c'est la politique de bonnes intentions envers les pays du voisin du Nil et la politique de comment construire une sorte de confiance avec les pays du bassin du Nil, notamment en Éthiopie. Et donc, c'est toujours les directives données de la part du président Fattah al-Sisi à ces deux ministres, c'est-à-dire Houssam Mourez, le ministre de l'Irrigation, mais en même temps le ministre des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, durant les réunions de Khartoum. Oui. Donc, la question de l'eau, c'est une question de sécurité nationale. C'est plus que ça, c'est une question de vie, parce que sans le Nil, il n'y aurait plus d'Égypte. Et puis, depuis l'histoire, l'Égypte est fondée sur le Nil. Donc, la vie en Égypte est concentrée autour du Nil. Donc, si vous voulez, la question de l'eau est une question de vie. C'est plus qu'une sécurité nationale. Mais si vous voulez, si vous me permettez, je voudrais bien quand même qu'on voit un petit peu plus tous les axes de ce problème. Parce que ce problème, effectivement, ça a démarré pendant que l'Égypte était un petit peu occupée par ces événements nationaux depuis 2011. Donc l'Éthiopie a pris l'occasion pour démarrer ce projet qui est contre toute convention internationale concernant les voies fluviaires. Parce que, comme vous le savez, c'est une loi internationale. Tout pays sur une fleuve doivent être en concorde pour la construction d'un tel ouvrage sur ce même fleuve. Donc, l'Éthiopie n'a pas pris de la peine pour négocier ou discuter avec et démarrer donc ce projet-là. Ça, c'est d'un côté. Si vous voulez, le problème du barrage de la Renaissance, c'est une crise. C'est une crise importante, crise, comme vous le dites, de sécurité nationale, crise de la vie. Et il me semble, moi, que le traitement de ce problème-là ne se fait pas d'une manière professionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le président ici donc a donné ses directives pour mettre un petit peu les bonnes intentions envers l'Éthiopie, mais les bonnes intentions, au niveau politique, c'est très bien, mais il faut quand même avoir tout ce qui est solution de crise ou solution de remplacement, ainsi de suite. Donc, c'est une crise, il faut le prendre comme tel, et il y a des sciences et des experts dans tout ce qui est traitement de crise. Ouais. Donc, il faut le prendre comme tel, il faut voir tous les axes, c'est-à-dire, bon, vous avez, par exemple, mentionné qu'il y a plus que le ministre de l'Irrigation, il y a le ministre des Affaires étrangères, mais il faut... oui, mais c'est plus que ça, si vous voulez, c'est très bien, c'est la politique, c'est vrai, il faut engager la politique. Oui, en fait... Mais il faut parler de sécurité, parce qu'il faut l'intelligence. Avant de politiser la question, la sécurité nationale de l'Égypte est tout à fait liée à la sécurité de l'eau, ou à la question de l'eau. Donc, permettez-moi d'abord, M. Henné, avant d'aborder à ce sujet, de mettre quelques points de base dans notre discours. D'abord, il faut laisser à côté, ou écarter, bien sûr, les gens et les paroles qui disent les guerres, les problèmes, etc. Donc, on doit écarter tout ça à côté. Parce qu'on parle des pays qui sont nos frères au niveau du bassin du Nil, comme vous avez mentionné. Deuxièmement, il faut prendre en considération que, pour nous, on se rappelle très bien d'une parole très célèbre, éternelle, de Hérodote, l'Égypte, c'est le don du Nil. Donc, toute la vie des Égyptiens, avant même les pharaons jusqu'à aujourd'hui, dépend sur le fleuve du Nil. Donc, notre Nil, c'est très intéressant pour nous, c'est la chose la plus intéressante. C'est pour cela, moi aussi, je veux souligner aussi que je vous remercie de ce programme qui est très intéressant, un sujet très intéressant pour nous. Donc, on doit prendre en considération quelques étapes qui sont autour de cette... D'abord,
la politique, la diplomatie, on doit suivre ce chemin, bien sûr, puisqu'ils sont nos frères, puisqu'aussi n'importe quel dommage qui peut causer la situation au niveau du barrage de la Renaissance, ça peut aussi endommager le Soudan et l'Égypte. Donc, on ne peut pas parler des choses qui sont contre ce barrage-là, parce qu'il ne va pas donner des problèmes au niveau éthiopien seulement, peut-être même le plus inférieur, c'est le niveau éthiopien, mais le niveau supérieur, ce sera des dommages au niveau du Soudan et de l'Égypte. Donc, des négociations au niveau de l'irrigation, au niveau du ministère de l'irrigation, des négociations au niveau de la diplomatie égyptienne, mais aussi il y a une sorte d'information que nous devons avoir et il y a aussi un travail de renseignements généraux concernant la situation au niveau de l'Éthiopie. C'est-à-dire, je parle de la situation du gouvernement, la situation aussi du peuple éthiopien. Est-ce qu'il y a une sorte d'assemblement de point de vue national au niveau de l'Éthiopie pour causer des dommages auprès du peuple soudanais ou égyptien, oui ou non? Est-ce qu'il y a ceux qui sont contre ou pour? Il faut en profiter de ça, il faut en avoir ces informations sur cette situation. Donc vous savez que c'est un pays qu'il y aura un changement, et il y a aussi un changement de gouvernement plutôt dans quelques mois au niveau de l'Éthiopie. Peut-être que les nouveaux commandants qui vont commander le pays là-bas, ils vont changer d'avis. Donc le problème, c'est que nous devons, nous comme Égyptiens, s'intervenir auprès des responsables éthiopiens et aussi auprès de la population éthiopienne, de leur expliquer que c'est un grand problème pour eux ainsi que pour nous. Aussi, troisièmement, il faut que nous expliquions bien. Il se voit devant nous maintenant que les explications n'arrivent pas au bout avec les Soudanais, parce qu'il faut leur expliquer que celui qui va être bien endommagé, le premier, ce sont nos frères des Soudanais. Parce que jusqu'au Khartoum, voilà, le capital. Donc, au niveau du Nil, s'il y aura des problèmes que nous ne voulons pas qu'on arrive maintenant, concernant le barrage et l'eau, l'inondation, etc., ça va endommager les Soudanais. Et ça se voit par histoire de l'irrigation ou des fleuves. Donc, il faut bien expliquer aux Soudanais et essayer de leur convaincre. C'est-à-dire, ils ne sont pas déjà avec nous complètement dans notre côté. Peut-être ils sont intermédiaires, peut-être ils sont souvent aux côtés éthiopiens. Donc nous avons un manque d'explication ou plutôt d'apprentissage auprès de nos frères qui sont les Soudanais. Oui. En fait, j'ai plusieurs questions dans ces papiers et plusieurs questions qui circulent actuellement, même non seulement au niveau de la presse nationale, mais aussi au niveau de la rue égyptienne. Par exemple, à quel point vous trouvez que ces réunions de Khartoum représentent la dernière chance de sauvetage pour les accords, pour l'accord de principe signé en mars 2015 entre les trois présidents, entre les deux présidents soudanais et égyptiens et le Premier ministre éthiopien? Est-ce que vous avez des réponses, par exemple? Comme je vous l'ai dit, je pense que le traitement égyptien de ce dossier est un petit peu mou. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, et vous faites bien de le préciser, je pense que les réactions dans la rue, d'après ce que j'entends et je vois, ils ne sont pas très contents du traitement de l'Égypte envers ce dossier. Parce que, d'un côté... Permettez-moi même de vous présenter un point de vue de la part d'un expert. Oui. C'était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Awouzid. Par exemple, pour lui, les négociations entre les pays sur le barrage de la Renaissance ne représentent pas un échec. Alors qu'il y a d'autres experts qui ont dit que après presque 16 mois de négociations, justement, si vous voulez, l'Éthiopie nous a amenés dans des détails techniques et dans des trucs pour quels experts ou des experts, un expert français, un autre hollandais, je ne sais pas quoi, et puis le pourcentage de construction c'est 35%, c'est 50%, c'est 70%, on fait quoi? Donc si vous voulez, on est rentré dans des détails techniques et puis on a perdu l'objectif de ces négociations-là. Si vous voulez, le but de l'Égypte doit garantir l'eau, la quantité d'eau qui arrive en Égypte.
Et bon, bien sûr, si on veut faire attention à nos voisins soudanais, c'est très bien, mais si vous voulez, c'est notre problème en premier lieu qu'on doit traiter, et puis après, si on peut résoudre le problème de nos voisins, c'est très bien. Mais le problème de quantité d'eau, c'est un problème mondial. Je veux dire primordial. C'est très important que nous fixons là-dessus et non pas c'est quoi les experts, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que je ne sais pas. Donc il nous a amené. En fait, d'après 12 sources nous amène oui. La partie éthiopienne prépare cette fois-ci une nouvelle exposition à propos des études techniques, cette fois-ci 50% pour les deux compagnies françaises et hollandaises, au lieu de 70 et 30%, comme c'était au début. Et l'Éthiopie va proposer encore, durant ces deux réunions actuelles, le fait d'ajourner le remplissage du barrage de la Renaissance avec la poursuite de la construction des établissements du barrage jusqu'à ce que les études techniques ne soient finies. Et pourtant, l'Égypte insiste cette fois-ci sur la suspension des travaux de construction. On a insisté sur la suspension de travaux depuis 2 ans. On réclame la suspension de travaux et puis on a des oreilles sourdes devant nous. Je veux dire, l'Éthiopie, et je pense que vous le savez, qu'hier ils ont déjà changé le courant du Nil. Donc, si vous voulez, eux, ils nous embarquent, ils nous amènent dans des discussions qu'on ne sait pas à quoi ça va nous amener. Et puis, pendant ce temps-là, si vous voulez, politiquement et au niveau négociation et au niveau, je veux dire, stratégique, les chapeau. Ils sont vraiment. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Anas Fawzi? Les Éthiopiens ont pu vraiment mener les Égyptiens dans un cycle ou dans un long processus de négociation sans finir sur les études techniques, alors qu'ils essaient toujours de faire le fait accompli sur le terrain. Et certains voient que c'est un échec. Certains voient même que c'est une erreur stratégique de la part de l'Égypte. Certains voient que les bonnes intentions ne sont pas tout à fait suffisantes. Cette fois-ci, il faut durcir un peu le temps. Bon, permettez-moi d'abord, peut-être la vision de M. Anas, je suis d'accord, mais pas complètement. Parce que, vous voyez, dans ce genre de conflit international, c'est un conflit entre deux pays, et ce sont des pays frères. Donc, il y a des étapes qu'on doit suivre. Suivant la loi internationale, les droits internationaux plutôt, les conventions internationales, et aussi suivant la relation bilatérale entre les pays du bassin de Nil. On ne peut pas prendre une position complètement dure envers les autres, surtout que l'Égypte a passé par des âges, des années de situations mauvaises intérieures. Vous savez, avant 2011 et après 2011. Donc, le premier but, peut-être, de notre gouvernement actuel ou de notre présidence actuelle, c'est de renforcer de nouveau la situation interne du pays afin d'être fort devant n'importe quel problème qui cause contre nous. Et premièrement. Deuxièmement, il faut aussi prendre les étapes. Quelles sont ces étapes? Il faut avoir aussi des entretiens et des contacts sur le niveau diplomatique, bien sûr, sur le niveau politique, bien sûr, mais on ne peut pas prendre des décisions dures et sévères contre les autres tout de suite. Bien sûr, eux-mêmes, nos frères les Éthiopiens, ils connaissent bien que si c'est une position contre le bien du peuple égyptien ou le futur du peuple égyptien, il y aura d'autres situations. Bien sûr, ils comprennent ça. Ils prennent ça en considération, mais on ne parle pas de ça. Nous, comme Égyptiens, on ne parle pas de ça, mais on parle de quels sont les dommages, quels sont les problèmes qui peuvent être causés par ce barrage, même peut-être au niveau éthiopien même. Alors, moi je propose, si j'ai la possibilité de donner une proposition, qu'à la fin de toutes ces négociations, si c'est un échec, comme vous venez de dire, après tout ça, si on a passé 15 ou 16 mois, si on passera aussi d'autres mois, et enfin on n'arrive pas à des points décisifs, le premier chemin à saisir sera l'Union africaine. Parce que il y a des gens qui parlent de l'Assemblée générale des Nations unies ou bien du Conseil de sécurité.
Or, moi, je suis contre ça parce que le monde entier, en extérieur, il n'est pas à l'intérieur de notre situation, mais il regarde bien, il étudie la situation, il regarde qu'est-ce qui se passe. Ouais. Surtout, les forces internationales les plus grandes du monde, ils regardent, ils connaissent bien tout ce qui se déroule. Alors, nous prenons des étapes qui sont respectueuses, mais à la fin, si on arrive à un point d'améliorer notre lien et situation avec les Africains, sera mieux de saisir l'Union africaine dans ce problème. Oui, en fait, je dois ajourner un peu l'explication de la position des grandes puissances. Et permettez-moi de vous proposer ce point de vue de la part d'un professeur de ressources en eau à l'Université du Caire qui s'appelle Nader Noureddin. Et celui-ci considère que les négociations avec l'Éthiopie sur la question du barrage ont échoué en raison de l'insistance de l'Éthiopie à maintenir les négociations dans le cadre technique et à exclure le cadre politique. Et selon lui, le côté éthiopien est très opiniâtre et nous a déjà fait perdre beaucoup de temps. Or, l'Égypte n'a pas d'autres options car tout recours à l'arbitrage international exige le consentement des deux parties du litige, c'est-à-dire l'Égypte et l'Éthiopie. C'est une question à vous poser encore, monsieur, en tant qu'un professeur de droit. Et il a ajouté même que l'Égypte ne doit pas permettre l'achèvement du barrage sans obtenir des garanties ou un engagement écrit de la part de l'Éthiopie de ne pas nuire à la part de l'Égypte dans les eaux du Nil. Et selon lui, pour atteindre ce but, l'Éthiopie doit arrêter les travaux de construction du barrage jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé sur les spécifications techniques et la capacité de stockage du barrage. Donc, quelques points. Premièrement, à vous poser cette question cette fois-ci, l'arbitrage international. Bon, bien sûr, vous posez beaucoup de points dans tout ce que vous venez de dire. Oui. Alors, chacun, il parle de sa façon. C'est-à-dire, quand je suis un professeur de droit, je parle du matière de droit seulement. Oui. Quand je suis diplomate, je veux parler de notre langage. Et quand je suis un homme militaire, je parlerai peut-être d'autres façons. Oui. Donc, nous, on prend les étapes qui sont un peu acceptables au niveau des frères. Supposons que c'est un problème entre des frères d'une famille. Donc, on doit prendre les étapes de négociation diplomatique et politique. Si on a besoin de l'arbitrage, le chemin de l'arbitrage, ce n'est pas un chemin simple ou facile. Moi, bien sûr, j'ai étudié l'arbitrage à magistère. Je connais bien qu'est-ce que c'est l'arbitrage, mais ça prend du temps. Et ce temps-là, ce sera pour le bien des Éthiopiens, pas pour nous. Donc, vous êtes accompli. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas bon de saisir l'arbitrage maintenant. Or, moi, je vous propose, à mon idée, il y a des grands penseurs et politiques égyptiens qui proposent cette idée-là, comme moi je vous la propose maintenant. C'est de saisir l'Union africaine parce que nous sommes en grande relation avec les Africains. Peut-être il y aura une force de bien convaincre les Éthiopiens d'arrêter ou de changer ou de bien conserver l'eau de l'Égypte, la surface de l'eau qui vient pour l'Égypte. Mais l'arbitrage, ça dure longtemps. Mais monsieur, si vous n'avez pas assez ferme avec Addis Abeba, c'est selon des points de vue des experts, des observateurs, alors cette situation, cette position égyptienne va encourager d'autres pays du bassin du Nil à faire, eux aussi, des barrages. Mais tout à fait. Et puis, si vous voulez, il y a plusieurs dimensions dans ce problème-là. Comme je vous l'ai dit, c'est une crise. Il faut le prendre comme tel. Je veux dire, c'est une science. Et la gestion des crises, ainsi de suite. Donc c'est une crise. Et puis bien sûr que je suis d'accord que tous les Africains, et surtout les bassins, nous sommes tous des frères, mais même, comme vous dites, entre les frères, parfois il y a des conflits. Donc il faut saisir l'Union africaine, c'est une très bonne idée, mais si vous voulez, c'est un jeu de force. Pour que l'Égypte propose une solution, quelle force vous avez? Je veux dire, on a perdu beaucoup avec l'Afrique. Je pense que vous vous souvenez, Mohamed Ali, quand il est venu en Égypte, la première chose qu'il a fait, il est allé jusqu'aux sources du Nil. Ouais. Pour garantir, parce qu'il savait que l'Égypte, c'est vraiment, sans le Nil, il n'y a plus d'Égypte. Donc, le source du Nil, c'est un problème très important. Et puis, il y a une autre dimension aussi, que peut-être on n'en a pas parlé, c'est des intérêts internationaux qui sont avec l'Éthiopie. J'aime pas, si vous voulez, la théorie de la conspiration galactique, mais il faut peut-être aussi réfléchir un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres pays qui aident l'Éthiopie pour
affaiblir un petit peu l'Égypte. Parce qu'il y a d'autres forces dans la région qui ne souhaitent pas voir l'Égypte comme un pays fort. Oui. Donc, je dois encore une fois donc ça, c'est une dimension qu'il faut, il faut peut-être Vous parlez d'un complot. Hein. Je dois ajourner l'intervention de la grande puissance. Mais on sait que tout ce que... Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ce mot complot, parce que s'il y a des problèmes qui concernent notre pays, il faut se défendre, il faut avoir les moyens nécessaires pour en faire ça. On a perdu beaucoup. Si on va parler chaque jour du complot, et quels sont les efforts qui ont fait les autres à l'intérieur du pays. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup, je veux dire, pendant l'époque du roi et même de Nasser et de Sadat, l'Égypte avait beaucoup de puissance en Afrique. Moubarak, il a laissé un petit peu la question africaine, il n'a pas pris très au sérieux, ou je ne sais pas pourquoi, peut-être il avait d'autres intentions, mais on a perdu beaucoup. Je veux dire, à l'époque de, par exemple, la société El-Mas, on avait toute l'Afrique. Des filières partout. Voilà, des filières partout. Aucun pays pouvait prendre une décision. Et nous sommes devant notre résultat maintenant. Voilà les résultats. Voilà, donc c'est pour ça l'Égypte était affaiblie et c'est pour ça je vous dis c'est un jeu de force. Je veux dire, pour que je puisse vous dire, il faut que vous arrêtiez tout de suite maintenant le truc, vous me dites, mais qui êtes-vous? Donc, si vous permettez, monsieur, c'est pour cela que j'ai parlé au début, qu'il faut avoir à l'intérieur du pays même une force interne concernant toute la population, premièrement. Et externe aussi. Oui, je commence par l'interne. Et deuxièmement, quand tu seras un peu fort à l'intérieur, tu pourras être fort devant l'extérieur. Et c'est la situation internationale dont nous sommes en face. C'est-à-dire, toutes les guerres que vous voyez devant vous et dans le monde arabe ou bien le Moyen-Orient, ça veut dire qu'il y a des pays qui prennent fin et d'autres qui s'affaiblissent. Et là, si l'Égypte reprenne sa situation au niveau du Moyen-Orient et du monde arabe, ça veut dire que c'est un pays un peu fort qui peut poser ou imposer ses idées. Et ça, c'est la situation dont l'Égypte marche maintenant. À ce point-là, on ne peut pas prendre des décisions plus décisives que ça ou plus fortes que ça. Seulement, le moyen que nous avons devant nous, c'est le chemin diplomatique ou politique. Et je vous ai dit au début de mon discours aujourd'hui qu'on doit avoir aussi des informations et des renseignements, tout ce qui se passe au niveau du territoire éthiopien, au niveau de toutes les ethnies et les factions qui sont peut-être en contact avec nous ou bien en contact avec leur gouvernement. C'est-à-dire, nous sommes devant un jeu international. Oui, tout à fait. Un jeu international, un jeu de force aussi. Oui. Encore une fois, en ce qui concerne cette politique, entre deux guillemets, de complaisance menée de la part de l'Égypte officiellement envers les autres pays frères du bassin du Nil. Mais en même temps, il y a des experts, il y a des observateurs qui toujours essayent de critiquer cette position officielle de la part de l'Égypte. Par exemple, j'ai cherché cette opinion de la part de M. Nader Mouhidine, cet expert dans le monde de la question hydraulique. Et selon lui, il faut abolir l'accord des principes lors de la première séance du Parlement égyptien, l'accord de principe de mars 2015 entre les responsables, le haut responsable égyptien, Fattah al-Sisi, et son homologue soudanais, et Mme Bizanine, les deux premiers ministres éthiopiens. Et M. Nader Mouhidine estime que l'Égypte n'a d'autre choix que de reprendre les négociations à travers une nouvelle feuille de route. Dans le cas contraire, il affirme qu'il faudra plutôt internationaliser le dossier en déposant une plainte à l'Union africaine, aux Nations Unies et devant la Cour internationale de justice de La Haye. Et selon lui encore, la signature de cet accord préliminaire a été une erreur stratégique de la part de l'Égypte. Votre commentaire, votre point de vue, est-ce que c'était une erreur stratégique de la part de l'Égypte? Oui, la signature d'un accord de bonnes intentions de la part de l'Égypte envers les autres pays comme les autres pays d'Éthiopie. On n'a pas d'intention à déclarer, je veux dire, de bonnes intentions. Nous, on est complètement dans une situation passive. Je veux dire, on subit ce que les autres font. Je veux dire, on n'a pas à déclarer de bonnes intentions. Je veux dire, vous êtes là, je viens de prendre une partie de votre espace et puis je vous demande de déclarer moi de votre bonne intention. C'est moi qui a commencé à être à entraver, si vous voulez,
vos droits. Donc, je n'ai pas de bonnes intentions à déclarer. C'est eux qui doivent déclarer de bonnes intentions. Et puis, ils peuvent dire dans les paroles qu'ils ont de bonnes intentions, et puis on fait attention à l'Égypte et tout ça, mais dans le fait, qu'est-ce qu'ils font? Dans le fait, ils ne font rien du tout. Ils font tout ce qui est contraire. C'est pour ça que je vous dis, pour la stratégie, les stratèges éthiopiens, je retire mon chapeau. Ils étaient vraiment très réussis. Et je suis sûr que ce n'est pas eux qui l'ont fait ça. Parce que moi je connais un petit peu l'Éthiopie, si vous voulez, et je ne pense pas que c'est une tactique ou une stratégie éthiopienne. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une autre dimension. Chercher peut-être, je suis quasi certain qu'il y a d'autres forces internationales qui les aident à faire ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Vous avez des commentaires? Moi, je veux dire que je ne peux pas dire que c'est complètement une erreur de faire cet accord d'intention, parce que la situation en Égypte à cet âge-là, c'était comme ça, c'est tel qu'elle est. C'est un miroir de votre situation intérieure. C'est-à-dire, on n'était pas dans une position que l'Égypte peut dire non, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on s'arrête de faire des bonnes relations ou de négociations ou des relations bilatérales ou plutôt politiques ou diplomatiques, on se pose une question d'abord. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Quelle est l'étape suivante? Donc, on ne va pas retourner de nouveau à l'ancienne réunion du président qui est en prison, hein, qui a parlé de faire la guerre, etc. Donc, on ne veut pas parler de ça. On ne veut pas parler de la force. Bien sûr, on a le droit d'être fort. On a le droit de se renforcer. Oui, et cette fois-ci... mais on n'attaque pas nos frères. C'est une réunion assise, c'est-à-dire une réunion qui rassemble les ministres de l'irrigation à côté des ministres des Affaires étrangères. Donc, est-ce qu'il y aura de nouveaux résultats? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Moi, je vous dis, il faut, bien sûr, il ne faut pas déclarer ça sur les chaînes publiques, toutes les réunions, mais je suis sûr qu'il y a une partie non négligeable de renseignements généraux qu'il faut qu'ils jouent, des renseignements militaires aussi, de l'intelligence en général, mais aussi, si vous voulez, il faut... je sais que l'Égypte, aujourd'hui, n'est pas aussi forte, mais elle est forte quand même. Je veux dire, l'Égypte, par son histoire, par sa population, par sa civilisation, par même sa force militaire, ainsi de suite. L'Égypte n'est pas un pays faible dans la région. On a subi pas mal de choses au niveau économique, mais au niveau force, soit politique, soit militaire, on n'est pas un pays faible. Donc on a des atouts à faire jouer pour négocier. Et quand il s'agit soit de la sécurité nationale, soit de la vie, comme on a dit au début du programme, vous voyez par exemple n'importe quel pays qui sente de loin qu'il y a une menace pour sa sécurité nationale, elle frappe. On voit la Russie a frappé un petit peu partout, soit en Ukraine, soit en Russie, en Syrie. L'Amérique aussi, la France, il vient de le faire. Donc, si vous voulez... Et même Israël. Israël, il l'a fait. Donc, si vous voulez, les pays n'hésitent pas à frapper quand il s'agit de loin de leur sécurité nationale. Donc là, il ne s'agit pas de loin de notre sécurité nationale, il s'agit de très près de notre vie et non pas de notre sécurité nationale. Israël a frappé au Soudan. Des objectifs au Soudan, à Antibi, ils interviennent n'importe où, hein. Même à Dubaï, vous vous souvenez, ils ont... Mais si vous permettez mon commentaire sur ça, oui, tout de suite, mon commentaire. Je crois et je vois par mes propres yeux que mon pays, il est en train de construire son dossier maintenant. Et une partie du dossier, c'est de faire négociation et de faire cet accord d'intention, etc. Afin que si jamais la situation va s'améliorer au bizarre, on va présenter ce qu'on a fait. Donc il faut prendre des étapes, c'est très intéressant, toutes ces étapes-là, pour se présenter à la fin dans une autre situation. Ça va venir. Oui, docteur Ben Choukri, professeur de droit, expert dans le monde de sécurité. Merci beaucoup, monsieur le général. Vous êtes docteur général en même temps. Merci beaucoup, monsieur le politologue Anas Fawzi. Merci beaucoup pour cette rencontre. Et nous souhaitons toujours un bon avenir pour vous.
tous les Africains. Et ensemble, nous pouvons construire, nous pouvons bâtir un nouveau monde, un nouvel avenir pour les prochaines générations. Merci beaucoup. C'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, bon suite de notre programme sur National TV International. Au revoir.